j'ai découvert que mon mari me trompait avec quelqu'un appelé J, grâce à des messages secrets. Quand je les ai confrontés, j'ai découvert qu'il s'agissait de ma meilleure amie. Elle m'a agressé chez moi, alors j'ai porté plainte, et j'ai coupé les ponts avec toute ma famille. Je m'appelle Emma. J'ai 36. Avant de vous raconter comment ces images ont conduit à une ordonnance de protection, un divorce amer et à porter plainte contre la femme que j'appelais autrefois ma sœur. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Tout a commencé calmement. Si calmement que vous auriez pu vous convaincre que ce n'était rien. Cela a commencé par le silence dans notre maison. Un espace qui autrefois résonnait de rires faciles et du doux ronronnement de la télévision pendant que nous nous détendions après le travail. Maintenant, le silence était une présence. Il était lourd, chargé de mots inexprimés et du fantôme d'une vie que je commençais à réaliser qu'elle était peut-être déjà terminée. Mon mari, Ryan, et moi étions mariés depuis 4 ans. Ensemble depuis 6 ans solides. Je pensais que nous étions le couple modèle, celui que nos amis enviaient. Mais depuis 2 mois, je ressentais une angoisse sourde et constante. Comme la pression atmosphérique qui chute avant un ouragan. Il a commencé à travailler tard. C'était d'abord une excuse plausible, un nouveau client important dans son petit cabinet comptable. Mais ensuite, 1 fois par semaine est devenu 2 fois, et les mardis et jeudis sont devenus ses soirées consacrées à travailler tard. Il rentrait après 21 heures, animé d'une énergie étrange. Les yeux brillants, mais son langage corporel témoignait d'une grande fatigue. Quand je lui demandais des nouvelles du client, il restait vague. C'est une nouvelle entreprise de fabrication, disait-il en évitant mon regard. Beaucoup de livres à démêler. Il n'a jamais mentionné leur nom, jamais partagé une anecdote de bureau amusante à leur sujet. Ils étaient une excuse pratique et sans visage. Ensuite, son téléphone est devenu sa nouvelle extension. Notre règle avait toujours été, pas de téléphone à table. Un petit rituel pour nous garder connectés. Maintenant, son téléphone restait face cachée à côté de son assiette, vibrant par intermittence. Il a commencé à l'emporter dans la salle de bain. À dormir avec serré sur sa table de chevet au lieu de le charger dans la cuisine. Si j'entrais alors qu'il envoyait un message, il tournait son corps pour s'éloigner. Ses épaules voûtées en une forme de ses protectrices. Quelquefois, j'ai vu un léger sourire privé sur son visage alors qu'il regardait l'écran. Un sourire que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis des mois. L'intimité s'était évaporée. Ce n'était pas un rejet dramatique, mais une mort lente et rampante. Il se retournait dès que nous étions au lit, marmonnant qu'il était fatigué, stressé par le travail. Sa caresse, quand elle venait, semblait obligatoire, distante. J'avais l'impression de dormir à côté d'un étranger poli et beau. Je savais à quoi je ressemblais, même dans ma propre tête. La femme paranoïaque, l'épouse qui se plaint sans cesse. Mais le sentiment, cette froide angoisse, était un serpent persistant qui s'enroulait dans mon estomac. Un mardi, je n'en pouvais plus. Après lui avoir dit que j'allais faire des courses tardives. Je suis monté dans ma voiture et j'ai parcouru les 15 minutes jusqu'à son bureau au centre-ville de Lyon. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Une partie frénétique de moi priait pour avoir tort, pour voir sa voiture et les lumières allumées afin que je puisse rentrer chez moi, honteuse, mais soulagée. Il était 21h15. Le parking à plusieurs niveaux était une caverne de béton, résonnant et vide. Son étage était sombre. Tout le bâtiment était sombre sauf le hall d'entrée. Il n'était pas là. Il mentait. La confirmation n'a pas apporté de soulagement, seulement une certitude froide et tranchante. Quand il a franchi notre porte d'entrée 1 heure plus tard. Avec une légère odeur de parfum que je ne portais pas et disant « Ce projet est un vrai tueur », j'ai juste souri et hoché la tête. La facilité de son mensonge était la chose la plus terrifiante. Le coup de grâce est survenu 1 semaine plus tard. Il était sous la douche, l'eau tambourinant un rythme régulier qui semblait se moquer de mon cœur battant la chamade. Son sac de travail était par terre près de la porte de notre chambre. Je l'ai regardé. Ne le fais pas, Emma. Tu vaux mieux que ça. C'est une violation de la vie privée. Mais une autre voix. Plus forte, plus désespérée, murmura, tu dois savoir. Tu ne peux pas vivre comme ça. Mes mains tremblaient alors que je m'agenouillais et dézippais le compartiment principal. Des papiers. Un ordinateur portable, des stylos, rien. Puis j'ai senti une poche intérieure latérale.
Mes doigts ont effleuré un rectangle de plastique lisse. Je l'ai sorti. C'était un téléphone prépayé jetable bon marché. Une vague de vertige m'a frappé et j'ai dû poser une main par terre pour me stabiliser. Il n'y avait pas de mot de passe. J'ai ouvert le journal des messages. L'écran s'est éclairé avec un nom que je ne reconnaissais pas, enregistré seulement sous le nom de Jay. Mon souffle s'est coupé. J'ai commencé à lire. Les mots ont floué, puis se sont précisés en phrases de pure trahison. Jay, encore tout électrique d'hier soir. Je n'arrête pas de penser à toi. Ryan, le risque est la moitié du plaisir. Tu me rends folle. Jay, tu peux te libérer jeudi? Tu me manques dans notre lit. Notre lit. Mon lit. Le lit dans lequel je dormais seul chaque nuit pendant qu'il était dehors avec elle. Il parlait de ma maison, de mon foyer, de mon sanctuaire. J'ai fait défiler frénétiquement, mon cœur battant un rythme nauséabond contre mes côtes. Il y avait des dizaines de messages planifiant leur rencontre, parlant de moi. Jay, est-ce qu'elle travaille tard ce soir? Ryan, oui, jusqu'à 19h. Ensuite, elle a son cours de yoga. Plein de temps. Il connaissait mon emploi du temps. Il coordonnait autour de ma vie. Puis j'ai vu un message qui m'a coupé le souffle. Jay. Cette histoire qu'elle a racontée à dîner samedi était tellement ennuyeuse. Je ne sais pas comment tu supportes ça. Ils étaient ensemble samedi. Ils se moquaient de moi. L'humiliation était une chose physique, une chair brûlante qui me remontait dans le cou. J'ai continué à faire défiler, ma vision brouillée par les larmes. Je ne me rendais pas compte que je pleurais. Je devais savoir qui elle était. L'eau de la douche s'est arrêtée. La panique m'a saisi. Avec des doigts maladroits, j'ai pris des photos des messages, puis j'ai remis le téléphone dans le sac. Le fermant juste au moment où Ryan est sorti, une serviette autour de la taille, me souriant. C'était le sourire d'un homme avec un secret. Et c'était la chose la plus monstrueuse que j'ai jamais vue. La douleur de cette découverte était physique. C'était un éclat de verre dans ma poitrine, se tordant à chaque respiration. Mais le pire, c'était l'histoire brisée. Les 6 années que Ryan et moi avions construites, l'avenir que nous avions prévu, la personne que je croyais qu'il était. Tout cela ressemblait maintenant à une œuvre de fiction bon marché. Et puis il y avait Jessica, ma meilleure amie depuis la maternelle. Notre lien était la seule constante dans ma vie. La seule relation que je pensais invincible. Nous avions traversé tout ensemble. Les mauvaises coupes de cheveux, les chagrins d'adolescence, le stress de l'université, nos premiers vrais emplois. Je me souviens d'un été au lycée, nous jouions dans un tournoi de tennis local. Je jouais contre elle en demi-finale. J'ai gagné de justesse. J'étais ravi, mais elle ne l'était pas. Elle ne s'est pas contentée de me serrer la main. Elle a jeté sa raquette contre la clôture si fort que le cadre s'est tordu. Plus tard, elle a pleuré et a dit que je ne comprenais pas à quel point cela comptait pour elle, me faisant me sentir coupable de ma propre victoire. À l'époque, je pensais que c'était juste de la passion. Maintenant, je voyais ce que c'était vraiment, une compétitivité féroce et l'aider une incapacité à perdre avec grâce. À mon mariage, elle était ma demoiselle d'honneur. Son discours avait fait pleurer tout le monde. Trouver un amour comme celui qu'Emma et Ryan ont, avait-elle dit, la voix émue, c'est trouver le trésor le plus rare. Je n'ai jamais vu 2 personnes plus parfaites l'une pour l'autre. Maintenant, ces mots résonnaient dans mon esprit, teintés d'un nouveau sens sinistre. Je ne pouvais pas oublier notre rendez-vous café quelques semaines avant que je ne trouve le téléphone. J'avais mis mon cœur à nu, ma voix tremblant d'insécurité. Il est rentré l'autre soir. Et je te jure que j'ai senti du parfum sur sa veste. J'avais confessé. Jessica avait balayé cela avec expertise. Oh, ma chérie, tu sais comment les odeurs s'accrochent dans un ascenseur de bureau. Tu laisses ton anxiété prendre le dessus. Elle s'était penchée, ses yeux remplis de ce que je croyais être une préoccupation sincère. Écoute, il est sous beaucoup de pression au travail. La pire chose que tu puisses faire est de lui donner l'impression d'être interrogé à la maison. Sois juste son espace sûr. Il reviendra vers toi. Je te le promets. Ces conseils, qui m'avaient calmé à l'époque, me semblaient maintenant une manœuvre brillante et calculée pour assurer sa propre couverture. Ma famille n'avait pas aidé. Lors d'un dîner du dimanche,
J'avais mentionné la distance de Ryan. Ma mère avait immédiatement soupiré avec ce son de résignation qu'elle faisait toujours quand j'exprimais une émotion négative. Emma, ma chérie. Avait-elle dit. Un homme a besoin de se sentir respecté. Tu es tellement concentré sur ta propre carrière. Peut-être que tu devrais te concentrer davantage sur la sienne. Mon père. Un homme qui valorisait la paix plus que tout, s'était contenté de hocher la tête derrière son journal. Ta mère a raison. Ne fais pas de vagues. Jessica, qui s'était jointe à nous pour le dîner, avait posé sa main sur mon bras. Il s'inquiète juste pour toi, avait-elle murmuré, se positionnant comme la médiatrice raisonnable. Nous tous. Nous, toxiques et suffocants qui étaient censés être mon système de soutien. Armé des photos du téléphone jetable. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre dans ce brouillard empoisonné. Ce soir-là, je l'ai confronté. J'ai attendu qu'il soit installé sur le canapé à regarder la télévision. Et je me suis tenu devant lui, bloquant l'écran. Qui ai-je ? La couleur a quitté son visage. Il a regardé de moi à la télévision et en retour, son esprit s'emballait. De quoi parles-tu ? J'ai trouvé l'autre téléphone, Ryan. Son expression a viré du choc à l'indignation. Tu as fouillé dans mon sac. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? C'est une violation complète de ma vie privée. J'ai failli rire. La vie privée ? Tu veux parler de vie privée après avoir introduit une autre femme dans notre maison ? Dans notre lit ? N'ose pas me faire la leçon sur la vie privée. Il a sauté et a commencé à faire les 100 pas. La tactique classique du coupable. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est compliqué. Tu as été tellement distante ces derniers temps, tellement obsédée par ton travail. Il a commencé à énumérer mes prétendus crimes, les soirs où je travaillais tard pour finir un projet. Le week-end que j'avais passé à étudier pour une certification. Il a transformé mon ambition en négligence. Un homme a des besoins, Emma. Alors ta solution a été de me tromper ? J'ai levé mon téléphone, lui montrant les photos des messages. Ce n'est pas compliqué, Ryan. C'est de la trahison. Qui est-elle ? Il n'a pas regardé l'écran. Peu importe, a-t-il dit. Sa voix baissant. C'est fini de toute façon. C'est un mensonge, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. J'ai vu un message de cet après-midi. Il n'a eu aucune réponse à cela. Après une heure à le voir détourner, nier et essayer de me blâmer, il a fait sa valise et est parti chez sa sœur, Claire. Il n'a même pas pu me regarder en sortant de la porte. Au moment où elle s'est fermée, l'adrénaline qui me tenait m'a abandonné. Le silence de la maison s'est engouffré, et je me suis effondré. Ce n'étaient pas des pleurs silencieux. C'était une tempête. Un son brut, guttural de chagrin et de rage déchirant ma gorge. J'ai trébuché dans la maison, voyant leurs fantômes partout. Sur le canapé, dans la cuisine, dans les escaliers. J'ai vu une photo de nous sur la cheminée, souriant lors de notre lune de miel à la Côte d'Azur. Dans un accès de pure angoisse, je l'ai attrapé et l'ai lancé contre la cheminée. Le verre s'est brisé, faisant écho au bruit de ma vie qui s'effondrait. Je me suis effondré par terre au milieu des éclats. Sanglotant jusqu'à ce que ma gorge soit écorchée et mes yeux enflés et fermés. Je suis resté assise là pendant ce qui a semblé une éternité dans les décombres. Et puis quelque chose a changé. Les larmes chaudes ont cessé. Les sanglots violents se sont calmés. J'ai regardé le cadre brisé, nos visages souriants et menteurs, et la rage s'est refroidie. Se durcissant en une pointe de clarté nette comme un diamant. Il ne me donnerait pas la vérité. Très bien, je la prendrai. Je me suis levé, j'ai marché prudemment en contournant le verre brisé. Et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes doigts ont volé sur le clavier. Meilleure caméra de sécurité domestique cachée. J'en ai trouvé une déguisée en chargeur USB de marque Apple. Avec détection de mouvement et flux en direct vers mon téléphone. J'ai cliqué sur « Acheter maintenant ». Ma guerre venait de commencer. La caméra est arrivée dans une discrète boîte d'Amazon 2 jours plus tard. Elle était plus petite que mon pouce. Pendant que Ryan était au travail. Je l'ai branchée sur une prise sur l'étagère dans le salon. Je l'ai orientée avec soin, cachée derrière un épais livre d'architecture, un cadeau de mariage de mes parents. L'objectif avait une vue panoramique de la porte d'entrée,
de tout le salon et des escaliers menant aux chambres. L'installer donnait l'impression d'une violation. D'une trahison de la maison que j'avais aimée. Mais leur trahison était plus grande. Ce n'était plus une maison. C'était une scène de crime, et j'étais l'enquêtrice principale. Ma prochaine étape était un appel que je redoutais. J'ai pris rendez-vous pour une consultation avec une avocate réputée, une femme vive et pragmatique nommée Maître Dubois. Assise dans son bureau chic et intimidant, je me sentais comme une imposture. J'étais une épouse, pas une cliente. « Que puis-je faire pour vous, Emma » demanda-t-elle. Ses yeux gentils mais perspicaces. Je lui ai tout raconté, ma voix basse et stable. Je lui ai parlé des nuits tardives, du téléphone jetable, des messages. Elle a écouté patiemment. Prenant des notes. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée. « Emma » a-t-elle dit, son ton grave. « Je suis désolé que vous traversiez cela. Juridiquement, voici où vous en êtes. C'est une juridiction sans faute, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de prouver l'infidélité pour obtenir un divorce. Mais, a-t-elle ajouté après une pause. Si vous voulez un levier dans le règlement, la maison, une plus grande part des actifs. Tout ce qui concerne un éventuel héritage futur de la famille qui pourrait être considéré comme un bien conjugal, alors une preuve irréfutable est votre arme secrète. Quelque chose qu'un juge peut voir de ses propres yeux. Quel genre de preuve ? Ai-je demandé. Des photographies, des vidéos. Quelque chose qui ne peut être nié ni expliqué. En ce moment, vous avez des messages d'un téléphone jetable qu'il pourrait prétendre ne pas être le sien. C'est solide, mais pas invincible. Ces paroles ont solidifié ma détermination. J'avais besoin de la caméra. J'avais besoin de les surprendre en flagrant délit. L'attente était une forme de torture unique. J'allais au travail. Je souriais à mes collègues. J'allais au club de sport de la ville. Je faisais semblant d'être la même Emma. Alors qu'à l'intérieur, j'étais un paquet de nerfs à vif. Chaque vibration de mon téléphone faisait battre mon cœur contre mes côtes. J'ai dû voir Ryan une fois cette semaine-là. Il est venu chercher du courrier. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, mes mains serrées en poing dans mes poches, et j'ai fait semblant d'être normal. « J'espère que ton projet se passe bien », ai-je dit. Ma voix comme celle d'une étrangère. « Ça va » a-t-il marmonné, sans me regarder. Il était pressé de partir. Pendant cette semaine d'attente angoissante, Jessica a appelé. Sa voix dégoulinant de fausse sympathie. « Salut, ma chérie. Je prends des nouvelles. Comment tu tiens le coup ? » Je vais bien, ai-je menti. Je suis tellement inquiète, a-t-elle dit. Sa voix imitait parfaitement une amie concernée. Tu sais, la sœur de Ryan dit qu'il semble vraiment abattu. Peut-être que tu devrais l'appeler. Ne laisse pas ta nouvelle promotion et tout ce stress de travail te pousser à le repousser pour de bon. Elle jouait toujours le jeu. Se positionnant toujours comme l'ami attentionné tout en plantant simultanément des graines de culpabilité. Merci pour tes conseils, Jess, ai-je dit. Ma voix serrée par l'effort de ne pas crier. N'importe quoi pour toi, a-t-elle gazouillé. On va s'en sortir. Nous. Le mot m'a fait frissonner. Pendant 5 jours. La caméra n'a rien enregistré d'autre que mes propres mouvements solitaires, le doux bourdonnement du réfrigérateur, les grains de poussière dansant au soleil de l'après-midi. J'ai commencé à penser que je me trompais. Peut-être que la confrontation les avait effrayés. Peut-être que c'était fini. Puis, mardi soir. Alors que j'étais assise sur mon lit en essayant de lire un livre auquel je ne pouvais pas me concentrer, mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Ce n'était pas un message. C'était une notification de l'application de la caméra. Mouvement détecté dans le salon. Mon souffle s'est coupé. Mes mains étaient moites de sueur alors que je tripotais mon téléphone. Mon pouce ayant à peine assez de force pour le déverrouiller. J'ai ouvert l'application. Le flux en direct a vacillé et s'est allumé. Mon salon. Ma porte d'entrée s'ouvrait. J'ai vu Ryan entrer. Mon cœur s'est effondré. Il était seul. Peut-être qu'il rentrait, qu'il venait s'excuser. Une partie stupide et pleine d'espoir de moi a flotté pendant une seconde. Puis il s'est retourné et a tenu la porte ouverte. Une femme est entrée, une femme aux cheveux blonds familiers et à la démarche assurée.
Elle s'est tournée vers Ryan alors qu'il fermait la porte et son visage est apparu en plein champ de vision de la caméra. Mon monde s'est arrêté. C'était Jessica. J'ai regardé, paralysé. Alors qu'elle jetait ses bras autour du cou de Ryan et le tirait dans un baiser profond et avide. Un baiser possessif. Un baiser qui disait, tu es à moi. Je l'ai regardé fondre dans ses bras. Ses mains glissant sur sa taille. Ce n'était pas juste de la tromperie. C'était une relation intime de longue date. Ce n'était pas une erreur. C'était une vie qu'ils avaient construite derrière mon dos. Ils se sont finalement séparés, et Jessica a ri. Un son qui avait autrefois été un réconfort pour moi et qui était maintenant le son de mon monde qui s'écroulait. Elle a surveillé mon salon, mes affaires. Les photos de ma famille sur le mur avec un air suffisant et triomphant. Tu vois, a-t-elle dit, sa voix claire à travers le microphone du téléphone. Je t'avais dit que nous n'avions rien à craindre. Elle est tellement absorbée par son petit monde, elle ne voit rien. Elle s'est dirigée vers mon porte-bouteille. A sorti une bouteille de mon Bordeaux préféré, et a commencé à l'ouvrir comme si elle vivait là. Ryan est arrivé derrière elle et a entouré sa taille de ses bras. Tu es incroyable. Tu sais? A-t-il murmuré dans ses cheveux. Je sais, a-t-elle dit. Puis elle lui a pris la main et a commencé à le conduire vers les escaliers. Mes escaliers. Menant à ma chambre. À mon lit. Le téléphone a glissé de mes doigts engourdis. L'écran est devenu noir. La trahison était si absolue, si audacieuse, qu'elle était presque irréelle. C'était un film, un cauchemar. Ce n'était pas seulement qu'ils étaient ensemble. C'était le mépris, le dédain qu'ils avaient pour moi. Elle ne voit rien. L'engourdissement s'est dissipé et à sa place est venue une vague de rage arctique. Elle était si pure, si froide, qu'elle brûlait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis levé. Mon mouvement raide et robotique. J'ai attrapé mes clés. Je suis sorti vers ma voiture. Les 15 minutes de route sont passées dans une fureur silencieuse et incandescente. Mon esprit était parfaitement clair, concentré sur un seul objectif. C'était terminé ce soir. J'ai utilisé ma clé, entrant aussi silencieusement que possible. J'ai entendu leur voix du salon. Ils étaient sur le canapé, buvant mon vin dans mes verres. Ils ne m'ont pas entendu approcher. Je me tenais dans l'arche, un fantôme silencieux de ma propre exécution. C'est Ryan qui m'a vu en premier. Ses yeux se sont écarquillés, son visage s'est relâché de pure terreur non dissimulée. Il a bondi sur ses pieds, renversant du vin sur le tapis. Jessica s'est retournée, un sourire paresseux sur son visage, qui a instantanément disparu lorsqu'elle m'a vu. Son verre s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Emma, a bégayé Ryan. Sa voix craquelait. Quoi? Qu'est-ce que tu fais à la maison? Je peux expliquer. Je n'ai même pas regardé Ryan. Mon regard était un laser fixé sur Jessica. Elle était le serpent. Il n'était que le jardin où elle se trouvait. Elle a posé lentement, délibérément son verre de vin sur la table basse et s'est levée. Elle essayait de reprendre le contrôle, de gérer la situation. D'accord, Emma, a-t-elle dit, sa voix lisse, habituée. Prenons tous une grande respiration et parlons de ça comme des adultes rationnels. Adultes. Le mot était un sifflement bas. Il n'y a rien à dire, j'ai. La lettre est restée suspendue dans l'air comme un coup de feu. J'ai vu la panique éclater dans ses yeux avant qu'elle ne la masque par la colère. Ryan oscillait d'un côté à l'autre entre nous, un spectateur inutile et terrifié. Ne m'appelle pas comme ça, a-t-elle répliqué. Pourquoi pas? C'est ton nom dans son téléphone secret. Celui qu'il utilisait pour organiser tout ça, ai-je dit, en désignant la pièce. Dans ma maison, sur mon canapé. Tu as aussi aimé mon lit. Chaque mot était une fléchette précisément tirée. Ryan a commencé à bafouiller. Ça s'est juste passé. Nous ne pouvions pas le contrôler. Nous avons des sentiments l'un pour l'autre. Je n'ai toujours pas regardé Ryan. Mon attention était sur elle. Jessica a fait un pas en avant, le menton haut. La prétention de civilité a disparu, révélant le noyau laid et prétentieux en dessous. Tu veux savoir pourquoi c'est arrivé, Emma? Vraiment? Parce que tu es ennuyeuse. Tu es prévisible.
Tu étais tellement occupé à grimper l'échelle pour cette stupide promotion. Tellement fier de toi, que tu as oublié que tu avais un mari. Tu l'as laissé tout seul, et j'étais là pour ramasser les morceaux. Peut-être que s'il avait été une meilleure épouse. Une femme plus excitante, il n'aurait pas eu à venir me chercher pour me réconforter. Sa cruauté était à couper le souffle. Elle était conçue pour infliger le maximum de douleur. Et pendant une seconde, elle a fonctionné. J'étais abasourdie et silencieuse. Dans cette petite pause, elle s'est lancée. Elle m'a poussé fort. J'étais déséquilibré, et j'ai trébuché en arrière. Mon talon s'accrochant au épais tapis perçant. Je suis tombé, ma tête heurtant durement le coin pointu de notre table basse en chêne massif. Une lueur blanche aveuglante. Puis des étoiles ont explosé derrière mes yeux. La douleur était immédiate et vive. Avant même que je puisse halter, elle était sur moi. Elle a attrapé le devant de ma chemise. Son visage à quelques centimètres du mien, tordu dans un masque de pure rage. « Tu crois que tu es tellement mieux que moi, n'est-ce pas ?» a-t-elle hurlé, sa salive frappant ma joue. Puis elle m'a giflé. Un crack à main ouverte qui m'a fait sonner les oreilles. Puis à nouveau, elle me frappait, mon visage, mes côtes. Un flot de coups sauvages et incontrôlés. Tout ce que je pouvais entendre, c'était le son qui résonnait dans mes oreilles et la voix pathétique et paniquée de Ryan qui criait « Jessica, arrête. Oh mon Dieu, Jessica, tu vas la tuer. Arrête. » Un instinct de survie primal s'est déclenché. J'ai tordu mon corps, brisé sa prise, et me suis éloigné à quatre pattes comme un animal vers la cuisine. Elle m'a poursuivi. Mais j'étais alimenté par la pure terreur. Je suis arrivé au comptoir, ma main se refermant sur la poignée froide et lourde du couteau de chef dans le bloc de bois artisanal. Je ne l'ai pas levé comme dans un film. Je l'ai juste tenu, mes jointures blanches. Elle s'est arrêtée net à l'entrée de la cuisine. Sa poitrine haletait, ses cheveux sauvages. Ses yeux toujours ardents, mais maintenant avec une lueur de peur. Ma voix, quand j'ai parlé, ne tremblait pas. Elle était aussi froide et tranchante que l'acier dans ma main. Sors. Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Vous deux, ai-je dit, mon regard se déplaçant vers Ryan, qui était figé près des escaliers, son visage pâle d'horreur. Sortez de ma maison. Maintenant. J'ai tourné mes yeux vers Jessica. La pensée finale et parfaite s'est mise en place. Et juste pour que tu saches, le petit chargeur USB noir branché au mur derrière toi. La caméra. Elle a enregistré tout ce temps. La transformation était incroyable. La rage sur son visage s'est dissoute, remplacée par une peur nue et primitive. La peur d'être attrapé, des conséquences. C'était magnifique. Ils se sont pratiquement trébuchés les uns les autres dans leur empressement à sortir de la porte. Au moment où elle a claqué. L'adrénaline a quitté mon corps dans une grande vague frissonnante. Je me suis glissé le long des placards de la cuisine jusqu'au sol carrelé froid, le couteau tombant à mes côtés. Ma tête me cognait, mon visage brûlait, et mes côtes me faisaient mal. Mais à travers le brouillard de la douleur, une pensée résonnait, claire et triomphante. Je vous ai eu. Je vous ai tout eu. Je suis resté assise là 1 minute, juste en respirant. Puis j'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient, mais mon doigt était stable alors que je composais le 17. J'ai besoin de signaler une agression, ai-je dit, ma voix. J'ai donné mon adresse. Pendant que j'attendais, j'ai appelé Maître Dubois. J'ai la preuve, lui ai-je dit. Ma voix était basse. Irréfutable, l'infidélité et l'agression. Tout est sur vidéo. Il y a eu une inspiration aiguë de l'autre côté. Ne touche à rien, Emma. Ne parle à personne d'autre. J'arrive. 2 policiers. Un homme et une femme, sont arrivés environ 10 minutes plus tard. Je pouvais voir leur neutralité habituée dans leurs yeux. La lassitude de personnes qui voient le pire de l'humanité tous les jours. J'imagine que j'avais l'air d'un désastre, ébouriffé, une ecchymose déjà en formation sur ma joue. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai calmement expliqué ce qui s'était passé. De l'affaire à l'attaque. Puis j'ai mis en file d'attente la vidéo sur mon téléphone et les données à l'agent femme. J'ai regardé leur visage pendant qu'ils regardaient l'écran. J'ai vu leur neutralité professionnelle se transformer en intérêt concentré,
puis en colère sombre alors qu'il voyait l'agression violente de Jessica. Il n'y avait aucune ambiguïté. Tout était là. L'agent m'a rendu le téléphone. Madame, a-t-elle dit, sa voix maintenant ferme et respectueuse. Voulez-vous porter plainte? Oui, ai-je dit sans hésitation. Je veux. Le lendemain matin, les véritables conséquences ont commencé. Ma mère a appelé, hystérique. Emma, qu'as-tu fait? Les parents de Jessica viennent de m'appeler en pleurant. La police est venue chez eux la nuit dernière. Tu as porté plainte contre Jessica. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur. Maître Dubois, arrivé tôt avec du café et un plan clair, était assise en face de moi, écoutant attentivement. Jessica a tout expliqué. Ma mère a gémi. Tu l'as provoqué. Tu as découvert sa relation avec Ryan et tu es devenue folle. Elle se défendait. Comment peux-tu être si vindicative, si cruelle, au point d'essayer de ruiner la vie de cette pauvre fille? Pauvre fille. La femme qui avait systématiquement détruit mon mariage puis m'avait agressé physiquement était la pauvre fille. Maman, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. J'ai une vidéo où elle me frappe à plusieurs reprises chez moi. Il n'y avait pas d'autodéfense. Les vidéos peuvent être trompeuses, a-t-elle crié. Tu dois penser à la famille. Aux apparences. Laisse tomber les accusations, Emma. Pardonne-lui. C'est la bonne chose à faire. Non, ai-je dit. Je raccroche maintenant. Ne m'appelle plus à ce sujet. J'ai mis fin à l'appel, ma main stable. Maître Dubois m'a adressé un petit hochement de tête approbateur. Ensuite est arrivé l'appel de mon père. Son ton n'était pas hystérique. C'était pire. C'était froidement déçu. Emma, a-t-il dit, sa voix lourde de désapprobation. Tu crées un spectacle public. Tu dois penser à la réputation de cette famille. Que vont dire les gens? Cela doit être géré en privé au sein de la famille. Elle m'a agressé, papa. Les gens se disputent. Des choses arrivent, a-t-il dit d'un ton dédaigneux. Tu es dramatique. Tu nous fais honte. M'embarrasser. Mon chagrin, ma trahison, ma peur. Tout cela était une gêne, une honte. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne divorçais pas seulement de mon mari. Je divorçais de toute ma famille. Le processus juridique a été rapide et brutal pour eux et libérateur pour moi. Face à des preuves vidéo indiscutables. L'avocat de Ryan lui a conseillé de régler rapidement et en silence. Il a signé les papiers de divorce, acceptant de me donner la maison et sa valeur. Renonçant à toute réclamation sur mon plan d'épargne retraite ou mes économies. Il voulait juste que la vidéo disparaisse. Le procès de Jessica est allé au tribunal. Elle a plaidé, no contest, à une accusation d'agression simple. Le juge a regardé la vidéo, son visage sombre. Il l'a condamnée à 6 mois de probation. Une amende et un cours obligatoire de 24 semaines de gestion de la colère. Et puis il y a eu la partie qui a fait basculer ma famille, une ordonnance de protection de 2 ans. Il lui était légalement interdit de s'approcher à moins de 150 mètres de moi, de ma maison ou de mon lieu de travail. Ma mère m'a appelé en pleurant. Comment as-tu pu? Maintenant. Elle ne peut pas venir à Noël ou à Thanksgiving. Tu déchires cette famille pour une rancune. Non, maman, ai-je dit avant de bloquer son numéro définitivement. C'est elle qui l'a déchiré. Je suis juste en train de nettoyer le désordre. Vendre la maison a été une expérience cathartique. J'ai engagé une entreprise pour tout emballer. J'ai trié ma vie en 3 piles. Garder, donner. Jeter. Tant de choses ont fini dans la pile des déchets. Les photos de mariage, les cadeaux de Jessica, les petites babioles d'une vie qui était maintenant un mensonge. En le faisant. Une offre d'emploi que je poursuivais est arrivée. Une promotion importante, un salaire plus élevé, mais c'était dans une ville à 3 états de distance. C'était une porte de sortie. Un nouveau départ. Je l'ai accepté sans hésitation. Ma nouvelle vie était calme. J'ai trouvé un appartement lumineux et aéré dans un quartier avec des rues bordées d'arbres à Annecy. Mon nouveau travail était exigeant mais épanouissant. Les gens étaient gentils. Personne ne connaissait mon histoire. J'étais juste Emma, la nouvelle analyste senior. Pour la première fois depuis plus d'1 an,
j'ai senti le nœud serré de l'anxiété dans ma poitrine commencer à se desserrer. J'ai commencé à faire du bénévolat le samedi dans un refuge pour femmes à Grenoble. Je n'étais pas thérapeute. J'utilisais simplement mes compétences. Je dirigeais des ateliers de littératie financière pour aider les femmes qui avaient fui des situations abusives à apprendre à budgéter, à ouvrir un compte bancaire, à bâtir un score de crédit. Je me souviens d'une femme, Maria, qui a pleuré des larmes de joie lorsque je l'ai aidée à élaborer un plan qui montrait qu'elle pouvait se permettre son propre petit appartement pour elle et son fils. L'aider était plus significatif que n'importe quelle promotion. C'était comme si je prenais les décombres de mon passé et que j'en construisais quelque chose de nouveau et d'utile. Je guérissais. Puis il y a 2 semaines, un samedi après-midi ensoleillé, il y a eu un coup à ma porte d'appartement. Je n'attendais personne. J'ai jeté un œil par le Judas et mon sang s'est glacé. C'était Jessica. Une vague de nausées et de peur m'a envahi. C'était une violation. Comment m'avait-elle trouvé? J'ai pris une profonde inspiration, j'ai glissé le verrou de la chaîne en place. Et j'ai ouvert la porte juste de quelques pouces. Elle avait l'air hagarde. Le feu arrogant avait disparu, remplacé par une désolation creuse. « Emma, s'il te plaît » a-t-elle murmuré. Ses yeux suppliants. « Juste 5 minutes. C'est tout ce que je demande. » « Tu enfreins une ordonnance de protection, Jessica, ai-je dit, ma voix plate, dénuée de l'émotion que je ressentais. « Je sais. Je suis désolé. J'ai dû te voir. » Les larmes ont commencé alors, mais elles avaient l'air répétées. « Je suis tellement désolé pour ce que j'ai fait. J'étais une personne horrible. Je le sais maintenant. Je suis en thérapie. Ryan et moi le sommes tous les deux. Nous essayons de résoudre nos problèmes. Même maintenant. » Ses excuses parlaient d'elle, de sa thérapie, de ses problèmes, de sa relation avec mon ex-mari. « Comment as-tu trouvé mon adresse » ai-je demandé, coupant court à sa performance. Elle a eu la décence d'avoir l'air honteuse. Elle a baissé les yeux vers ses pieds. « Ta mère » a-t-elle marmonné. Je l'ai appelée. Je lui ai dit que j'étais morte d'inquiétude pour toi. Que je devais arranger les choses. Elle a dit que tu étais têtue et que tu avais besoin de ta famille. Alors elle me l'a donné. Ma propre mère. La trahison était si complète. Si époustouflante dans son étendue. C'était presque impressionnant. Elle avait de nouveau choisi mon agresseur plutôt que sa propre fille. Jessica a levé les yeux. Les larmes séchant alors qu'une frustration familière se frayait un chemin dans sa voix. Ne peux-tu pas trouver en toi le courage de me pardonner? Vas-tu vraiment jeter 30 ans d'amitié? Couper toute ta famille pour une erreur? Et à ce moment-là, je l'ai vue avec une clarté parfaite et sans nuage. Elle n'avait rien appris. Elle voyait toujours sa trahison calculée et son agression violente comme une seule erreur. Elle voyait mon auto-préservation comme une rancune. Elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle était désolée d'avoir été attrapée. J'ai regardé cette femme, cette étrangère qui portait le visage de mon ami d'enfance, et je n'ai rien ressenti, ni haine, ni colère. Juste une finalité profonde et silencieuse. Ce n'est pas une erreur, Jessica, ai-je dit, ma voix calme et assurée, portant à travers la petite ouverture de la porte. C'est un millier de choix. Tes choix ont détruit notre amitié. Ces choix ont détruit notre mariage. J'ai pris une profonde inspiration, maintenant son regard. Et voici mon choix. Ma vie, ma paix, mon avenir. Dont aucun ne te comprend. J'ai fait une pause, laissant les mots faire leur effet. Au revoir. J'ai fermé doucement la porte sur son visage en larmes, j'ai refermé le verrou. Et je me suis appuyé contre elle un instant. Mon cœur battait, un dernier écho du traumatisme. Mais ensuite, il s'est calmé. Je me suis éloigné de la porte et je n'ai pas regardé en arrière. Je suis allé à mon bureau et j'ai regardé un petit certificat d'appréciation encadré du refuge. Un merci des femmes que j'avais aidées. Ma nouvelle vie. Une vie que j'avais construite pour moi-même à partir des cendres de l'ancienne. Et pour la première fois, je me suis senti vraiment complètement libre. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à partager, mais je pense que c'est important. Ma question pour vous est: avez-vous jamais dû prendre la décision difficile de couper un ami ou un membre de votre famille toxique pour votre propre tranquillité d'esprit?
Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce levé et à vous abonner pour plus